Wrestling. Ce soir, nous interviewons Max Corleone. Max, un mot pour ce soir ? Ce soir, je suis à fond. Car ce soir, les dirigeants d'Aurora m'ont donné l'opportunité d'affronter Lucas Di Leo. Et c'est pas tous ces abrutis-là qui vont m'empêcher de... Hey Max, prêt pour ce soir ? Tu n'oublieras pas de me remercier ? Quoi ? Bah tu sais que ce soir c'est moi qui aurais dû avoir Lucas Di Leo. Quoi ? Ouais mais je préfère m'éclater tranquillement avec Maxi et honnêtement, je pense que c'est toi qui en as le plus besoin. Hey Max, attends-moi, j'arrive, Max ! Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Aurora Volume 3. Ce soir, je serai accompagné par le beau, le magnifique Vianney. Salut à toi Vianney. Mais quelle intro, merci beaucoup, salut Félix, salut à toutes et à tous, bienvenue à Aurora Pro Wrestling. Je suis ravi d'être à vos côtés mon cher Félix pour ma première aux commentaires d'Aurora. On va se régaler ce soir. Oui, on va se régaler en effet avec, vous pouvez le voir dès maintenant sur le ring, à qui on va laisser la parole, ce cher Max Corleone. Ce soir, les dirigeants d'Aurora m'ont donné la chance. Alors ce soir, je vais vous montrer que c'est moi qui vous pardonne. Je vais vous montrer que je suis meilleur que ceux qui vont arriver après et que ceux qui étaient là avant. Max Corleone qui déclare ses intentions ce soir. Max Corleone qui est dans une magnifique série de défaites à Aurora, rappelons-le. Jeune élève formé à l'école d'Aurora qui est encore en besoin de marquer. Qui fera donc ce soir face à un vétéran du catch en France, Lucas Di Leo. Et quand on est sur une série de défaites comme les Max Corleone, c'est pas un cadeau de lui envoyer Lucas Di Leo en tant qu'adversaire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va être compliqué pour lui de se relancer. Oui, Lucas Di Leo, sacré morceau, rappelons-le, passage du côté de la WWE, même si c'est très peu d'archives pour s'en souvenir, malheureusement. Mais celui qui se faisait appeler là-bas Francis Rémy Dorian a pu expérimenter le Performance Center, a traversé l'Europe, a porté les titres par équipe les plus prestigieux d'Europe en Allemagne. Et maintenant, il est là de retour en France pour éduquer un peu la jeunesse. Déjà, t'es plus le plus grand sur le ring. Pour tous ceux qui vont venir après, je ne sais pas. Pour ceux qui étaient là avant toi, c'est l'occasion de couper mon grand. Lucas Di Leo qui se pose donc vraiment comme le vétéran dans ce match, là pour apprendre une leçon à ce petit genou qui veut faire sa place. Oui, gros défi, je le disais, pour Max Corleone qui se retrouve dans notre combat d'ouverture face à Lucas Di Leo. La cloche sonne et c'est parti donc entre les deux lutteurs pour le premier combat de ce troisième volume d'Aurora Pro Wrestling. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous, et l'occasion d'annoncer, de rappeler, si vous étiez déjà au courant, qu'on va couronner ce soir un premier champion Aurora. Et oui, tout à fait, ce soir la finale du tournoi pour couronner le champion d'Aurora qui verra se faire face Salem et Magot. Et pour l'instant déjà, on va commencer avec un grand défi pour le jeune Corleone. Grand par la taille et par la difficulté, il semblerait. Ah oui, on a entendu juste avant le combat Lucas Di Leo attaquer Max Corleone sur sa petite taille. Oh, c'est pas sympa, moi qui mesure pas plus d'1m70, je me sens un petit peu vexé par ces attaques de Lucas Di Leo. Après Lucas Di Leo, 2m10, 2m20, peut-être même 2m50, il peut se permettre ce genre d'attaque. C'est vrai que c'est pas le plus petit en taille sur le ring, Lucas Di Leo, et il va essayer de montrer à Max Corleone que c'est pas non plus le plus petit par le talent et par l'expérience, avec là déjà des retournements du bras, des colliers de tête qui s'enchaînent sur le jeune Max Corleone, qui va avoir fort à faire pour se défaire de l'emprise de ce lutteur très massif qu'est Lucas Di Leo. Vous avez raison de le rappeler. Oui, sacrée taille, belle performance également en termes techniques comme vous le dites. L'homme qui a pendant longtemps été coéquipier avec Peter Fischer, l'un des meilleurs techniciens en France, et qui pourtant ne déméritait pas.
Oui, ensemble, ils ont fait les grandes heures du catch par équipe en France et également ailleurs, hein, notamment du côté de l'Allemagne. Luca Di Leo, Peter Fischer, les artistes, comme on les appelait à l'époque. Ça me rappelle des souvenirs, moi, d'évoquer les artistes. Mes premiers déplacements, hein, sur les shows de catch en France. C'est ça, la grande époque, celle qui en a mis beaucoup dans le catch français. Voir que certains sont encore ici pour transmettre leur savoir à la jeune génération de la manière dure, il semblerait. Et là, pour Max Corleone, c'est compliqué, hein, de résister. On a vu un boss nightmare de la part de Luca Di Leo, mais il tente quand même, hein, de revenir avec un low kick. Et c'est plutôt intelligent de s'attaquer aux fondations quand on a face à soi un catcheur aussi grand, aussi massif que Luca Di Leo. Des low kicks pour venir affaiblir les jambes de Luca Di Leo et l'empêcher de se mouvoir comme il le veut. Mais là, la réponse de Di Leo n'a pas traîné avec une grosse mandale et les projections dans les cordes. Max Corleone qui prend de la vitesse, Luca Di Leo qui va revenir et un gros coup de bélier pour imposer encore une fois sa puissance dans ce match. C'est ça, il va essayer de garder le tempo parce que lui aussi le sait, ses jambes c'est son point faible. Rappelons-le, de multiples blessures à travers sa carrière. Et Corleone le sait, s'il veut gagner, il faudra être plus intelligent. Ça c'est plutôt intelligent. C'est plutôt intelligent, effectivement, l'attaque sur la jambe. On a vu Max Corleone glisser à l'extérieur. Attention, sol glissant, hein, ici dans cette salle à Aurora Pro Wrestling. Voilà, vraiment belle intelligence de combat pour Max Corleone qui ne va pas lâcher son adversaire. Maintenant que le point faible est touché, il continuera jusqu'à le faire s'effondrer. C'est la bonne stratégie adoptée pour le jeune Max Corleone, même s'il manque d'expérience par rapport à son adversaire. On voit qu'il apprend bien, qu'il sait combattre des combats intelligents, et pour l'instant c'est au dépens là, de Luca Di Leo avec cet écrasement de la jambe au sol pour venir encore affecter cette jambe gauche de Luca Di Leo qui a l'air touchée. Attention à Corleone qui a l'air un peu de se laisser dépasser par ses émotions. Peut-être que ça peut lui coûter le match. Lui qui semble très frustré de sa série de défaites, avoir vraiment besoin de reprendre l'avantage et vraiment réussir à s'imposer au sein d'Aurora. Là où certains de ses partenaires d'entraînement, Bernardo que nous avons pu voir un peu plus tôt, arrive un peu mieux à tirer leur épingle du jeu. Lui pour l'instant c'est défaite sur défaite. Il faut se relancer et le défi, on l'a dit, c'est de se relancer ce soir face à Luca Di Leo qui en a combattu des matchs et qui en a remporté des victoires. Bon, attention, la tentative de belly to back suplex, mais Max Corleone revient difficilement sur les pieds, il revient quand même et il s'attaque immédiatement à cette jambe pour couper la dynamique de Luca Di Leo et reprendre le dessus. D'ailleurs, si on y pense vraiment, est-ce que Luca Di Leo n'aurait pas plus à perdre dans ce match que Corleone ? Corleone, s'il perd, ce sera qu'une défaite de plus. À partir du moment où ça ne lui rentre pas dans la tête, ça devrait pouvoir lui permettre de continuer. Luca Di Leo, s'il perd, c'est un vétéran qui se fait tomber par un genou qui est dans une série de défaites. Et ça peut être dangereux pour une carrière. C'est un point intéressant effectivement que vous soulevez là, mon cher Félix. On peut le nuancer en se disant que le plus gros de la carrière de Luca Di Leo, ce n'est pas lui manquer de respect si on dit qu'il est plutôt derrière lui, alors que Max Corleone, il a vraiment une carrière à se construire pierre par pierre et à partir de zéro. C'est ça, et peut-être que ce soir il posera la première pierre importante, la fondation de sa future carrière. Corleone qui vient relever le vétéran français, lui envoyer un beau coup d'avant-bras. Attention là, Luca Di Leo qui l'attendait et qui contre cette projection avec un magnifique tilt whip backbreaker. Il n'a pas hésité à utiliser ce genou, à utiliser cette jambe, Luca Di Leo. Mais le retour de Max qui se fait très rapidement malgré les cris du public qui sont engagés pour le vétéran. Superbe Tornado DDT porté par Max Corleone. On vient ramener Luca Di Leo au centre du ring pour le tomber, et le dégagement de Luca Di Leo au compte de 2, et on voit la frustration dont vous parliez tout à l'heure, Félix, qui commence à être remarqué là par Max Corleone. Ah oui, gros défaut de Max Corleone, cette tendance à perdre le focus, se laisser dépasser par les événements, ce qui lui a déjà coûté plusieurs matchs. Espérons que cette fois-ci il saura surmonter ça.
Oh, attention à ça, attention au manque de respect qui est démontré là par Max Corleone à l'égard de Luca Di Leo. On sait que ça va pas plaire à l'ancien membre des artistes. La série d'impact. Des gros coups de coude qui viennent faire chuter à 2 reprises Max Corleone. Il enchaîne dans le coin, Luca Di Leo qui prend de la vitesse encore. Ces coups d'avant-bras qui pleuvent sur le visage du pauvre Max Corleone qui ne semble ne plus avoir d'espace pour se libérer de l'emprise de Luca Di Leo qui revient encore avec de la vitesse. On lui fait prendre encore plus de vitesse et la tornado close line en plein centre du ring. Le tombé 1, 2 et le dégagement de Max Corleone au compte de 2 qui montre tout de même une belle faculté de résistance. C'est ça, le coup, on l'aurait cru décapité, mais malgré ça, il a l'intelligence d'aller s'échapper, de prendre ses distances, reprendre son souffle. Par contre, c'est un peu limite ça. Ah ouais, on a vu les doigts dans les yeux là, de Max Corleone, dans les yeux de Luca Di Leo pour venir l'aveugler. Effectivement, c'est même plus que limite. Oh, attention, superbe cet écrasement au sol très innovant là, porté par Max Corleone. C'est suffisant, non? Le dégagement de Luca Di Leo au compte de 2. Le public qui semble fêter le fait que Léo ne soit pas resté au sol. Le genre de choses qui peut complètement rentrer dans la tête de Corleone, qui peut le pousser à faire des erreurs. Mais là pour l'instant il profite pas de ce compte de 2, il veut enchaîner. Max Corleone, il a bien raison, il a été esquivé tout de même. Il a peut-être pris un peu trop de temps pour trouver son équilibre sur cette 3e corde et énorme back body drop porté par Luca Di Leo. Il a chuté de très très haut là Max Corleone. On va pas rappeler les 2,50 m de Luca Di Leo que vous évoquiez tout à l'heure. Et attention, gros écrasement pour la victoire de Luca Di Leo face à Max Corleone. 2,50 m, presque 3 mètres, vous voulez dire? Le facebuster du haut des 5 mètres que représente Luca Di Leo. Le genre de choc dont on ne se relève pas. Voilà, une nouvelle défaite. J'allais dire exactement ça, la mauvaise série qui se poursuit pour Max Corleone. C'est la frustration qui vient à la fois de son propre parcours, mais du parcours de ses comparses, comme Bernardo, qui eux commencent à trouver leur rythme, commencent à se développer dans leur catch. Enfin, ne perdons pas de temps, nous passons tout de suite au match suivant. Dès maintenant, un autre homme connu en ce moment pour ses défaites à Aurora. Cher Belmont, Raphaël Belmont, représentant de Lyon, qui sort tout récemment d'une grosse défaite contre Victor Wardin. Grosse défaite à volume 2. Maintenant, il va falloir se reconstruire et peut-être que ce match en sera l'occasion. Et il s'agit là d'un match à 3. Hein. Voici le premier adversaire de Raphaël Belmont, Ace Angel, qui fait son entrée dans cette salle. Le deuxième adversaire, donc le premier des 2 adversaires de Belmont. Ace Angel, petit ange désormais, anciennement Ace Angel. Ou peut-être qu'il alterne, je ne sais plus, je n'arrive plus à suivre. Mais le jeune voltigeur, petit ange, ancien coéquipier de Feu Senza Volto, paix à son âme. De qui ça? Un regretté Tom. Ah oui, très regretté. Qui a fait les grandes heures du catch français, mais qui nous a malheureusement quittés. Pour ce match à 3 lutteurs, je vais vous laisser, mon cher Félix, présenter le 3e participant. Et oui, et 3e participant, un autre catcheur masqué, Red Light. Red Light, catcheur également présent du côté de Lyon, où il a été formé. Catcheur désormais régulier à Aurora. Donc un style explosif, un style rapide. Quelque chose qui va très bien matcher avec Petit Ange. Mais attention à l'inconnu que sera Belmont, bagarreur, qui va tenter de les garder au sol un maximum probablement. Ouais, ce sera la stratégie, même si ça risque d'être compliqué. Petit Ange et Red Light vont tout faire pour essayer de
prendre de la vitesse, de la hauteur et venir surprendre Belmont. Mais attention, hein, il peut y avoir qu'un seul vainqueur dans ce match, hein, vu qu'il va falloir aussi à un moment donné que Petit Ange et Red Light règlent leur compte avec leurs voltiges respectives. C'est cela tout à fait, d'autant que les trois ont vraiment besoin de cette victoire. D'un côté, Red Light qui manque d'une victoire vraiment marquante. Raphaël Belmont qui lui ressort donc d'une très grosse défaite. Bien sûr Petit Ange dont c'est la première apparition au sein de Aurora. Et donc il doit faire passer un statement qui doit marquer les esprits. Et une victoire dans ce match à 3 pourrait être l'événement qui permettrait cela. Il est comme moi Petit Ange, il n'est jamais venu à Aurora avant. Exactement. Voilà, vous avez un grand point commun tous les deux. Bah, ça me fait plaisir, moi qui ai vu Petit Ange, je vais pas dire débuter parce que ça fait quand même un sacré paquet d'années qu'il catch, mais son équipe avec la personne dont vous avez évoqué le nom tout à l'heure mais que je ne rappellerai pas, bien, c'est une équipe qui pareil, hein, a fait les grandes heures de certaines promotions que j'allais voir de manière très régulière à mon adolescence et à mon enfance même peut-être. Petite larme donc, moment émouvant de vous voir partager ce premier Aurora. Et les larmes elles seront peut-être là pour Red Light et Petit Ange après cette double claque envoyée par Belmont, la puissance de Raphaël Belmont qui commence déjà à faire parler et les deux lutteurs masqués qui lui font prendre de la vitesse pour lui envoyer un beau double dropkick et l'envoyer tout de suite à l'extérieur du ring. Raphaël qui tout de suite décide de prendre ses aises. Peut-être le plus intelligent dans le match justement, laisser ses deux adversaires s'épuiser. Et puis s'ils continuent sur ce rythme, Red Light et Petit Ange ils vont vite s'épuiser, hein, les enchaînements de prise de vitesse dans les cordes, la roue là-dessus, le bras à la volée qui a été esquivé, le arm drag tenté par Red Light qui revient sur ses pieds avec un beau saut carpé pour envoyer un arm drag à son tour à Petit Ange, l'Atemi. Un deuxième, ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est cette Atemi qui claque, qui résonne dans cette salle, qui font réagir cette foule. Et Petit Ange sur la troisième corde, à la manière d'un luchador mexicain, magnifique cette manœuvre sur Red Light. Une très belle performance de Petit Ange. Ça c'était un peu de la frime quand même, pas forcément nécessaire. Ah, mais vous parliez c'était joli, donc on va lui permettre. Vous parliez de marquer les esprits pour ses débuts, ça passe aussi par là peut-être pour Petit Ange. En effet, ça peut être un moyen. Mais prendre la victoire ce serait pas mal aussi, donc peut-être qu'il pourrait se focaliser là-dessus. C'est vrai. De mon côté, pour ma première chez Aurora, je ne vais pas faire de salto arrière tout simplement parce que je ne sais pas le faire. Et puis niveau qualité des commentaires, ça risque d'être un peu compliqué, hein. Alors que le peuple d'Aurora n'attend que ça. Je suis payé la même chose pour ça. Ça t'est mis toujours. Sur coup de pied envoyé par Petit Ange et comme on dit dans le public, effectivement ça doit faire mal. Et Belmont intelligemment là qui vient briser cette tentative de prise de vitesse par Petit Ange en venant simplement lui prendre la jambe et lui envoyer la tête directement dans le poteau. Ça aussi ça doit faire mal. En effet, une très bonne technique dans un match à 3, éliminer un de ses adversaires, le temps de s'occuper de l'autre en position de faiblesse. Les coups d'avant-bras de Belmont sur Red Light qui tente de résister, de rester sur ses pieds, même de répondre, mais on voit là la différence de puissance entre les deux lutteurs. Ça se fait ressentir, hein, du côté de Red Light. On le voit là, le torse qui rougit sous les coups de Raphaël Belmont. C'est vrai, Raphaël Belmont qui en largeur fait facile. Red Light et Ace Angel cumulés. On pourrait peut-être même rajouter un troisième, hein, effectivement. Ça a toute une assemblée de luchadors pour faire un Belmont. Raphaël Belmont en contrôle pour l'instant, qui a bien empêché Petit Ange de revenir sur le ring. Il se permet même de chanter un petit peu avec la foule. Raphaël Belmont, vous voyez un petit enfourchement sur Red Light. Il prend son temps, il a l'air méthodique Belmont dans ce match jusqu'ici. Ça serait méthodique et surtout en confiance. Et vu les parpaings qu'il envoie à ses adversaires, on peut comprendre d'où vient la confiance. Alors, énorme Shining Wizard envoyé sur Red Light. Les coups d'avant-bras sur Petit Ange qui sait tant bien que mal de revenir dans la partie.
Et attention, hein, vous parlez de confiance, alors certes c'est positif, mais attention à l'excès de confiance pour Raphaël Belmont. Un excès de confiance qui semble l'amener sur les cordes, vouloir battre ses adversaires à leur propre jeu. Peut-être là la première erreur de Raphaël Belmont. Ah, par contre si ça passe, ça peut mettre un terme à ce combat, hein. On va voir s'il nous fait mentir Raphaël Belmont. Il aura peut-être pas le temps parce que Petit Ange est venu l'empêcher de s'élancer. Attention, Petit Ange renvoyé sur le tablier, il va y aller Belmont. Oh, le splash, pas d'eau dans la piscine là pour Raphaël Belmont. Red light qui s'est dégagé in extremis. Kick dans la mâchoire. Et oui, un splash. Rappelons-le, un splash, si l'adversaire est en dessous, c'est lui qui prend tout le coup, toute la charge du poids de son adversaire. S'il n'y a personne, c'est pour Bibi, c'est pour soi-même. Et c'est donc extrêmement dangereux. Ah, et là pour le coup c'était pour Belmont. Et travail ensemble malgré Petit Ange, hein, pour le coup, qui s'est retrouvé utilisé comme une véritable arme par Red Light pour neutraliser Raphaël Belmont. Et on est de retour dans la configuration de début de match avec les deux lutteurs masqués en prise et Raphaël Belmont en train de récupérer après ce splash subi de Petit Ange. La prise de vitesse. La belle tirella par Petit Ange qui continue de nous régaler avec ses acrobaties. Ça, lui qui semble avoir repris du poil de la bête, être presque en pleine forme. Bon, il enchaîne. Un coup à toi, un coup de l'autre côté. Raphaël Belmont, Red Light sous les coups là de Petit Ange. Attention, l'esquive, le contre de Red Light qui l'envoie sur le tablier. Un bel enzugiri par Petit Ange qui est en position pour nous gratifier encore d'une manœuvre à haut risque. Ça, il a essayé de balayer les deux d'un coup. Malheureusement, il a manqué de peu Red Light qui peut donc revenir. Et la projection dans les cordes encore une fois. Red Light pour le handspring qui passe, handspring back elbow porté par Red Light sur Petit Ange. Ce coup de coude envoyé à l'aveugle. Attention, partait pour une espèce de reverse DDT. Ça a été contré par Petit Ange, envoyé à l'extérieur du ring par Red Light. Et le retour de Raphaël Belmont sur le ring. Et oui, c'est le problème, se débarrasser d'Ice Angel, ça veut dire se retrouver face à Belmont. Face à ça, très bon choix, quitter le ring. Le S est seul. Seul sur le ring, il ne peut pas gagner. Et à l'extérieur, on ne peut pas gagner non plus, hein. Les tombées, les soumissions doivent être effectuées dans le ring. Bon, attention Belmont, j'espère qu'il n'a pas une sale idée en tête. Belmont qui se jette sur Ace, sur Petit Ange et sur Red Light. Le topé suicida de Raphaël Belmont. Alors je sais pas vous, mais moi je m'attendais pas à ça dans ce match. Ça, extrêmement surprenant. Non seulement un topé, mais également un topé extrêmement propre. Le passage parfait entre les deux cordes de la part de Belmont. Attention Belmont qui est prêt à enchaîner là avec sans doute un pile driver, mais ça a été bien évité là par Petit Ange qui passe un coup de genou. Attention, il est bloqué là dans sa tentative de tirella. Il n'arrive pas à l'emmener. Belmont qui résiste et qui va réussir peut-être à placer cette manœuvre, le package pile driver. C'est terminé. Jamais il se relève de ça. Bah, c'est clairement terminé. Red Light. Red Light. Red Light qui vient couper cette tentative de tomber alors que, comme vous, hein, je pensais que le combat était terminé. C'est le problème des matchs à 3. Il faut garder un œil derrière son dos. Il y a toujours le risque que le dernier adversaire arrive. Super ce reverse DDT alors que ce slice bread en utilisant Belmont comme un marchepied. Mais Belmont en a profité. Belmont qui prend la victoire. Belmont très intelligent sur ce coup, qui a su utiliser le peu de force qui lui restait pour mettre un coup final pour se débarrasser du troisième et aller encaisser ce tombé, prendre une victoire qui va peut-être le relancer au sein d'Aurora. Très grosse victoire dans un match à 3 donc. Et contrairement à Max Corleone, Belmont met un terme à sa mauvaise série. C'est
cela à voir quelles seront ses ambitions pour la suite, quelles seront ses revendications. Mais maintenant, il aura la légitimité pour les porter maintenant qu'il ressort victorieux enfin, après cette traversée du désert. Et des débuts un peu moins marquants que ce qu'il ne pouvait espérer pour Petit Ange. On espère, si on le revoit du côté de chez Aurora Pro Wrestling à l'avenir, que ça se passera mieux pour lui. Malgré tout, il n'a pas démérité, il a quand même livré une belle performance. Comme vous le disiez, ces moves un peu plus flashy, c'est peut-être ça justement qui vont permettre aux spectateurs d'Aurora de se souvenir de cet homme et de vouloir le voir revenir, nous en donner plus. Ovation méritée pour Red Light et pour Petit Ange. Ils se sont vraiment beaucoup donnés, ont fait une belle performance, qui se sont surtout fait avoir par le fait d'être dans une configuration qu'ils maîtrisaient peut-être un peu moins, un match à 3. Peut-être les revoir en 1 contre 1 de ces jours. Ça nous ferait vraiment plaisir. Belmont est déjà en train de célébrer la victoire à la bière, à consommer avec modération évidemment. Après, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure manière pour consommer la bière. Je suis d'accord. Tout de suite, nous enchaînons sur le match suivant avec notre première lutteuse, la Katrina, sur laquelle je vous laisse dire quelques mots puisque vous la connaissez plutôt bien. Effectivement, ce match en simple donc avec la Katrina que j'ai eu l'occasion de commenter par le passé, notamment du côté de l'Allemagne où elle combat dans des combats notamment par équipe mixte. Katrina, championne en Allemagne, titre qu'elle a défendu contre son adversaire de ce soir, Queen Phoenixia. Queen Phoenixia également formée du côté de l'école d'Aurora, qui également est en manque de victoires marquantes. À voir si elle saura s'en tirer contre une adversaire qu'elle connaît désormais un peu. Plutôt entraînant là ce petit air d'entrée pour Queen Phoenixia, j'aime bien. Une très sympathique musique. On a pu bien profiter car elle a bien pris son temps, venu saluer chaque membre du public. Très sympathique de sa part. Ouais, j'ai l'impression que c'était moins le cas pour la Katrina. Plutôt confiante de la part de Phoenixia. Du moins, c'est ce qu'elle semble vouloir montrer, car à peine a-t-elle fini de flexer devant la caméra qu'elle prend un air plus fermé, plus renfrogné. Elle prend ce combat en sérieux. Et ça a l'air d'être le cas aussi pour son adversaire qui n'a pas bougé, qui est stoïque depuis qu'elle est rentrée sur le ring. La Katrina, alors pour effectivement l'avoir déjà commenté du côté de l'Allemagne, c'est une lutteuse qui a tout le temps cet air focus, son entrée, son maquillage évidemment utile pour rentrer déjà dans la tête de ses adversaires, même si ça n'a pas eu l'air de perturber outre mesure Phoenixia. Disons que Phoenixia a eu le temps de se préparer à cette confrontation. Comme je le disais, elles sont déjà affrontées par le passé à Aurora. Victoire de la part de Katrina lors de ce match. Phoenixia est donc là pour se venger, pour prendre sa revanche. On se jauge en ce début de match la prise de contact au centre du ring entre les deux lutteuses. Peut-être avantage à la puissance de Phoenixia qui a été justement bloqué, cet avantage contré par un tirage de cheveux tout simplement de la part de la Katrina. Une utilisation des règles un peu discutable, dirions-nous. Ouais, et puis il y a beaucoup de cheveux sur la tête de Phoenixia. Il y a l'embarras du choix là pour briser les règles du côté de la Katrina. Manière originale de casser la prise de contact. Beaucoup d'observations depuis le début de ce match, vous le disiez, elles se connaissent, elles se sont déjà affrontées. On est sur un combat revanche et on ne veut pas se jeter à corps perdu sur son adversaire. Ça va en faire beaucoup à se jauger.
à prendre un avantage. Première personne qui prendra l'avantage physiquement prendra l'avantage psychologiquement. Le retournement du bras de la Katrina qui est enchaîné avec un collier de tête. On est en plein centre du ring, nulle part où aller pour Queen Phoenixia et elle va aller au sol. Bien amenée par son adversaire qui maintient le contrôle pour l'instant. La tentative de tomber, on essaie de surprendre son adversaire, mais pour l'instant ça tient pour Queen Phoenixia qui se dégage au compte de 2. C'est cela un peu tôt pour espérer réussir à tomber aussitôt. Mais une prise très bien portée, très peu d'espace laissé. Oh, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Oh mais j'ai cru reconnaître Baby Allison. C'est cela, Baby Allison. Qui envoie une terrible belly to back suplex sur Queen Phoenixia et elle vient juste mettre un terme à ce match. C'est cela. Un match bien court, un affrontement dans lequel on aura bien trop peu vu. Baby Allison qui veut s'imposer au sein d'Aurora, qui veut prendre sa place. Et pas comme ça, s'il vous plaît. On sait que c'est pas la dernière pour utiliser les pires tactiques qui soient dans ces matchs et même quand c'est pas un de ses combats, elle vient mettre son grain de sel chez Aurora, Baby Allison. À voir à quoi cela mènera. Mais à n'en pas douter que Queen Phoenixia, après cette attaque, voudra ajouter son nom à sa liste. Pour ce match, il n'y a aucun vainqueur. Et bien sûr, no contest pour ce combat entre la Katrina et Queen Phoenixia. Une issue bien décevante. Nous n'aurons pas le temps de pleurer ce match qui n'aura pas vécu, car dès maintenant, nous passons à la suite. Avec l'arrivée d'un des tauliers de Aurora, Aiden Black. Aiden Black dit le centipède. Un homme dangereux. Dangereux pour lui, dangereux pour les autres. Vous voyez maintenant, on essaye de le garder enchaîné. Un homme qui aime se lancer à corps perdu dans toutes ses luttes, adore les matchs avec des objets. Il a de la chance car ce soir, dans un street fight, qu'il va affronter son adversaire. Alors moi j'ai entendu l'annonce micro, aucun geste brusque, j'ai pas bougé depuis qu'Aiden Black est arrivé. Oui, en effet, même vous derrière votre écran. Ne vous inquiétez pas, il n'a pas votre adresse. J'espère bien. Pour l'instant. Comment ça pour l'instant? Après ça peut s'arranger, on ne sait jamais. Son adversaire, Elmer, le bagarreur de Brest. Et on a donc une brute face à une autre dans un street fight match. C'est bien ça si j'ai bien écouté mon cher Félix. Eh bien, et peut-être que je me suis trompé, il semblerait que ce soit un match simple de ce que disait le graphique. Mais j'ai peut-être eu tendance à Bon, peut-être que eux ont tendance à s'emballer. Eux s'emballent, hein. Eux s'emballent et Elmer Aloganek qui envoie un terrible coup de panneau dans la tête de son adversaire Aiden Black. Et je n'ai pas vu l'arbitre faire signe de disqualification, donc je pense qu'on est parti pour un match sans règles en effet. Eh bien, c'est bien un match sans règles. Le type de match qui ressemble bien à ces deux hommes. Deux hommes sans concession, deux hommes brutaux, deux hommes qui aiment ça, la violence. Et Elmer Aloganek qui s'est défait la l'emprise d'Aiden Black pour lui envoyer une grosse powerbomb au centre du ring. On a deux bagarreurs, on va quand même avoir un petit peu de catch dans cette guerre, dans cette bagarre entre Aiden Black et Elmer Aloganek l'expérimenté. Elmer Aloganek, le bagarreur de Brest, qui lui aussi n'est pas en reste pour ce qui est des combats les plus violents qui soient. C'est cela et qui a déjà commencé à dropper des bombes. Pop-up powerbomb, coup de genou dans le visage, inspire. Il est là pour arrêter le match le plus tôt possible.
Bon sang, là, il fouille, il cherche de quoi passer à l'action. Ah mais il est bien embêté là par Aiden Black. Attention, oh le coup de chaise en pleine tête par Elmer. Bon, il va regretter de s'être placé comme ça entre les corps d'Aiden Black, qui a juste reçu un coup de chaise dans la tête mais qui est en train de déjà se relever, alors que si c'était vous ou moi, je pense qu'on serait les bras en croix sur le ring et qu'on ne bougerait plus. Tout à fait. Et malheureusement, je peux vous le dire, il ne va pas le regretter, car c'est comme ça qu'est Aiden. Ce n'est pas un homme, c'est une bête. Il va en redemander. Il va vouloir y retourner quoi qu'il arrive. Illustration de vos propos, là il y retourne avec une chaîne. Il est en train de placer sa chaîne autour du cou d'Elmer pour lui couper la respiration. Extrêmement dangereux, extrêmement violent bien sûr. Elmer qui s'en sort et qui va se servir désormais de cette chaîne comme d'une arme sur son adversaire du soir. Et voilà, comme je vous disais, ce n'est pas un homme, c'est une bête. Parce que n'oublions pas que s'il n'y a pas de règle dans ce match, il reste les lois de la République. Et étrangler un homme, ça reste un meurtre. Double ATMI par Aiden Black, c'est répondu du tac au tac par Elmer, qui envoie des énormes ATMI, la main ouverte là qui claque sur le torse déjà bien rouge d'Aiden Black. Si on voulait des échanges subtils et techniques, ce n'était pas le match à regarder. Pour ça, nous vous conseillons ce qu'il reste à suivre. Ici, c'est la bagarre, c'est la subtilité à coups de parpaing. Ah oui, là c'est pas... Ce sera pas l'affrontement le plus technique de la soirée, mais ils sont pas là pour ça, ils sont là pour se détruire mutuellement et repartir avec une victoire. Terrible là, ce coup de chaise envoyé entre les jambes d'Elmer. En effet, très violent. Elmer d'ailleurs, pour qui c'est également le premier match à Aurora ce soir. Attention à l'esquive. La German suplex de Aiden Black alors qu'Elmer tentait de lui asséner un nouveau coup de chaise. Effectivement, les débuts d'Elmer, on a beaucoup de premières ce soir. Chez Aurora, ça fait plaisir. Pendant que Aiden, lui, est sur une petite série de victoires au sein d'Aurora. Victoire contre Ultima Sombra volume 1, Balzac à volume 2. Peut-être la troisième, comme on dit, jamais 203. Est-ce que l'adage va se vérifier ce soir pour Aiden Black? C'est vrai que j'avais cité les deux lutteurs qu'il a vaincu. C'est pas n'importe qui, Ultima Sombra et Georges Balzac. Oh, attention, le coup de chaise encore d'Elmer. Aiden Black envoyé à l'extérieur par Elmer. Elmer qui prend de la vitesse. Lui aussi, il est capable de se jeter, mais il s'est manqué. Et heureusement pour lui, il revient sur ses pieds directement avec un gros coup d'avant-bras. Il a dû se faire une belle frayeur, Elmer, tout de même. Et peut-être que c'était voulu, peut-être que c'était une manière de déstabiliser son adversaire, qui sait. Ouais, Black qui décide aussi de jouer à ce petit jeu. Il a fait la même chose, il revient sur ses pieds et juste pour envoyer une grosse claque à Elmer. Et attention, on est en train de quitter le ring et de faire un petit tour de 7 salles ici à Aurora. C'est cela, ce retour sur ses pieds qui veut presque dire regarde, je peux faire exactement la même chose mais en mieux. Ce petit arrêt au stand de la part d'Aiden Black. Là, il a vu Raphaël Belmont boire une bière après son match, il voulait faire la même chose mais pendant lui. Exactement, il a beaucoup appris, même le crachat, bien joué à lui. Raphaël Belmont qui crée de nouvelles trends. Vous croyez qu'il a TikTok, Aiden Black? Je ne suis pas sûr qu'il ait ne serait-ce qu'Internet. Pied. Encore des zones sensibles là, visées par Aiden Black. On est à la limite du coup bas, même si ce ne serait pas illégal dans ce combat, puisque tout est légal globalement. Le coup de canette de coca mêlé dans la tête de Aiden Black. Et après avoir fait un tour de la salle, on passe derrière le rideau maintenant pour Aiden Black. C'est un moment très agréable pour les fans qui ont payé leur place.
il chante, appelle le retour d'Aiden. Ah, mais il est de retour. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non! Et bien, cela, c'est une débroussailleuse électrique. Mais qu'est-ce qu'il fout avec ça? Vous pouvez voir le grand défaut des débroussailleuses électriques, le manque de portée. Alors, il s'est fait avoir comme un débutant Aiden Black. Alors bon, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que je sais pas quelle idée il avait derrière la tête avec cet objet qu'on a vu utilisé par le passé dans d'autres compagnies, dans des combats sans règles, et c'est pas bien joli à voir. Comme ce coup dans le poteau n'est pas très joli à voir non plus. Ça semble devenir de plus en plus personnel entre ces deux hommes. Il est parti sous le ring là, il aime bien se cacher Aiden Black dans ce combat. Alors qu'est-ce qu'il va y trouver après avoir trouvé une débroussailleuse en vestiaire? C'est un homme qui n'aime pas la lumière, forcément. Dès que ça va mal, il retourne dans l'ombre. Ah, mais il en ressort avec des objets tous plus dingues les uns que les autres. Telle est l'attente, avec quoi sortira-t-il? Peut-être un sécateur, une tronçonneuse, qui sait? Des tréteaux. Il y a une planche, il y a un panneau. On a vu que le sol glissait tout à l'heure entre Max Corleone et Lucas Di Leo. Peut-être que ça peut servir ce genre de panneau. Tout à fait. La maintenance qui semble avoir stocké l'ensemble de ces éléments sous le ring. Il y a un marteau. En effet, ce n'est plus un ring, c'est un Castorama. Ah, mais je suis sûr que le connaissant Aiden Black, il est parti sans payer en plus. Il vient de péter les doigts d'Elmer après lui avoir réalisé un magnifique pince-téton. Je rêvais de dire ça un jour dans ma vie aux commentaires de catch. C'est chose faite. Merci Aurora. Merci Aiden Black. Des méthodes de combat que nous appellerons non conventionnelles. Et on imagine la douleur d'Elmer qui s'est juste fait coincer les doigts sur le ring avant de se faire écraser avec un marteau, et Aiden Black il est en train de positionner cette planche de bois dans le coin. Attention, Elmer de retour qui a voulu se jeter sur son adversaire pour le faire passer au travers de cette planche. Oh, et ça y est, Elmer qui parvient à placer cette spire à travers une planche de bois. C'est terminé pour Aiden Black. Le spire à travers la planche qui n'a pas suffi. Aiden Black, qui est connu pour sa résistance, se relever de coups extrêmement durs. Quelle idée encore il a derrière la tête Elmer, en positionnant un tréteau sur le ring. Ce n'est plus un match de catch, c'est une session de bricolage. Un Nightmare pour vous faire mentir, pour nous rappeler qu'on est toujours bien sur un ring de catch, et un coup de pied enchaîné par Elmer Le Guenette. Peut-être que ce sera suffisant. Non, le dégagement au compte de 2 de Aiden Black. Elmer qui va reprendre son travail. Il va finir son petit montage. Voilà, un deuxième tréteau. Aiden qui semble prêt à l'aider. Ah, il est sympa Aiden Black. On fait ça comme ça, on gagne du temps. On va faire notre petit montage. On prendra le temps ensuite de voir qui passera à travers. Elmer qui positionne maintenant 2 tréteaux sur le ring, alors que vu la luminosité à l'extérieur de cette salle, j'ai plutôt l'impression qu'il est très tard. Vous êtes vraiment hilarant parfois. Je vous remercie. En plus sur ce ton là, ça avait l'air très honnête. Ah oui, non mais je pense que c'est quelque chose qu'on ne vous dit pas assez et c'est bien dommage. C'est très gentil en tout cas, merci. Je reviendrai à Aurora si on me le permet. Je suis bien accueilli. Ce sera avec plaisir. Et pendant ce temps-là, Elmer qui a positionné Aiden Black sur les cordes, et il y a cette table faite de briques et de broc là qui a été bâtie par Elmer Le Guenette, qui est en train d'asséner des gros coups d'avant-bras
à son adversaire. On est en train de le mordre maintenant. Et Hayden, son arme secrète, qui se sert de sa tête. Ah, il va retourner la situation, Hayden Black. Attention, Elmer en mauvaise posture, en position pour une powerbomb. Hayden Black à travers cette table, tombé, c'est terminé. Et non, le dégagement d'Elmer au compte de 2 après avoir mangé une énorme powerbomb à travers cette table, incroyable. Ça a presque de l'ordre du réflexe de la part de Elmer. Elmer qui semble encore complètement groggy, avoir du mal à retrouver ses esprits. Mais le corps garde des réflexes malgré tout. Oh non. Il a su relever son épaule. Hayden Black qui vient de ramener tout simplement des Lego. Pensez à toutes celles et ceux qui se sont déjà levés dans la nuit et qui ont marché sur des Lego qui traînaient à cause des gosses. Je pense qu'il n'y a pas que les pieds là qui peuvent finir sur ces Lego. En tout cas, si Hayden Black met son plan à exécution, ça va être terrible pour Elmer. Elmer attrapé en plein vol. Hayden Black qui vient d'envoyer Elmer sur ses Lego après avoir pris le soin de lui faire un petit bisou sur le front. Et cette fois-ci, c'est terminé pour Elmer Loganette, la victoire d'Hayden Black. C'est terminé, on ne se relève pas de ça. Hayden Black, après avoir tenté le jardinage, la construction, est revenu sur des jeux plus de son âge. Les Lego qui lui donnent la victoire. Continue de le mettre sur cette lancée. 3e victoire d'affilée lors des volumes d'Aurora. Très belle série de victoires de la part d'Hayden. Ah oui, peu importe qui remportera le main event de la soirée entre Salem et Maggot. 3 victoires d'affilée, ça peut mettre en position pour une éventuelle chance au titre. Et puisqu'on parle de victoire, Camus invaincu à Aurora depuis son retour des États-Unis, mais qui aujourd'hui se retrouve dans un des plus grands défis de sa carrière. L'adversaire de Camus, Taichi Ozawa, que je vais vous laisser présenter, puisque vous en avez dit beaucoup de bien en off. Alors je vais vous laisser le refaire aux yeux de tous. Eh oui, Taichi Ozawa qui nous vient donc de Shizuoka au Japon, lutteur formé du côté de Pro Wrestling Noah. Et lorsqu'il s'avance vers ce ring, il est tout simplement au beau milieu d'une tournée exceptionnelle dans toute l'Europe. J'ai eu l'occasion de le voir, de le commenter du côté de GWF en Allemagne, où il a fait absolument des merveilles. Et il est venu nous éclabousser de son talent ce soir face à Camus sur le ring. Et pour la petite histoire, à l'heure où nous enregistrons ces images, eh bien Taichi Ozawa est retourné au Japon, là où il est devenu le champion GHC Heavyweight de Pro Wrestling Noah. Rien que ça. C'est un premier match de retour au Japon, directement une prise de titre, un des titres les plus prestigieux sur le sol japonais. Alors qu'on effectue du côté de l'arbitre les vérifications d'usage, bien sûr, pour être sûr que ça ne part pas dans tous les sens, comme ça a pu partir entre Elmer Loganek et Hayden Black dans notre combat précédent. Là, pas de Lego, on va y aller dans les règles, hein, mon cher Félix. C'est cela. Camus, rappelons-le, grand admirateur du catch japonais, très influencé par cela. J'aime beaucoup ce côté à la fois très rentre dedans, mais aussi très technique. Nous voir confronté à un maître de ce style. Belle confrontation. Et attention, il a failli la surprendre déjà son adversaire avec un schoolboy tenté après une poignée de main offerte par Taichi Ozawa à Camus. Camus, il n'est pas là pour serrer des mains, il n'est pas là pour affronter quelqu'un qu'il admire, il est là pour gagner. Oui, Camus, sacré compétiteur, mais malheureusement manque de sportivité dans son esprit. Superbe ce bras à la volée par Taichi Ozawa qui enchaîne avec un deuxième pour envoyer Camus au sol, et une belle tirerella pour l'envoyer carrément à l'autre bout du ring. Taichi Ozawa, auteur de certains des plus grands combats qu'il m'ait été donné de voir et de commenter.
Je suis ravi de le retrouver ici à Aurora face à Camus. Ozawa qui rentre dans la tête de son adversaire, qui commence déjà à se moquer. Camus dont le mental est aussi un de ses plus grands défauts. Parfois beaucoup de mal à se focus sur ses matchs. Très vite se laisser dépasser. Petit manque de confiance qu'il essaye de surcompenser. Ozawa de son côté, de la confiance il en manque pas, hein, on peut le comprendre. Avec la tournée qu'il est en train de réaliser en Europe, avec l'expérience qu'il est en train de gratter partout sur les rings et qu'il parcourt, et cette expérience déjà des dojos au Japon qui l'ont forgé et qui l'ont amené à devenir un très grand combattant, comme on le voit là avec ce moonsault qui n'obtient qu'un compte de 2. Prise de tempo très agressif de la part d'Ozawa, qui ne laisse pas une seule seconde à son adversaire. Vous voyez la tête de Camus dans les coins, on lui fait visiter un petit peu le ring, son ring d'Aurora. Alors on parle bien sûr de l'expérience, du bagage déjà très étoffé d'Ozawa malgré son début de carrière assez récent, hein. Il faut quand même évoquer le fait que Camus est dans un environnement qu'il connaît par cœur, au contraire de Taichi Ozawa. C'est ça, non seulement il est chez lui, mais en plus ce n'est pas un peintre, ce n'est pas non plus un homme sans expérience. Formé aux États-Unis, il a aussi pas mal bourlingué en Europe. Il a quand même une belle petite carrière derrière lui, dont on fêtera très bientôt les 10 ans, si je ne m'abuse. Quelle meilleure manière de fêter 10 ans de carrière qu'en venant à bout, pourquoi pas, de Taichi Ozawa ce soir. C'est cela, connaissant son amour du catch japonais. Rien que être dans ce match doit être pour lui l'un des grands moments de sa carrière. Et si en plus il peut triompher lors de ce match, ce sera un jour à marquer d'une pierre blanche pour lui. Ouais, la tentative de tomber là. Alors je vais utiliser le terme présomptueux, hein, c'est exactement un terme adapté à cette situation. Il a juste posé une main sur Taichi Ozawa et ça a tout de même obtenu un compte de 2. Je pense que ce mot est adapté à son tombé et même à son style de catch en général. Et c'est peut-être présomptueux également de s'engager dans une bataille d'Atemi avec un lutteur japonais de la trempe de Taichi Ozawa. Des Atemi, il en a reçu, il en a envoyé des centaines, des milliers dans le dojo de Pro Wrestling Noah. Je suis pas sûr qu'il s'engage sur le meilleur des terrains, la Camus. En effet, on peut voir la différence entre les impacts. Différence de puissance, différence de résilience. Ozawa qui à chaque coup tente d'en montrer le moins possible, tente de rester sur place. Camus qui traverse le ring à chaque impact. Le dropkick qui a été esquivé là par Camus et il va intelligemment tenter d'enchaîner tout de suite avec une tentative de tomber qui n'obtient pas un compte de 3. Le dégagement d'Ozawa et Camus intelligemment qui enchaîne dans le coin avec une souplexe qui vient éclater là, la nuque d'Ozawa sur le ring. La tentative de tomber, il touche pas les corps d'Ozawa mais ça n'obtient tout de même qu'un compte de 2 pour Camus. Bel enchaînement de la part de Camus. Une belle reprise de tempo. Maintenant, attention à ne pas laisser trop d'espace à son adversaire pour revenir. Et encore ces coups de pied qui viennent faire hurler de douleur Taichi Ozawa malgré sa résistance. Dégagement encore une fois du japonais qui se fait bien malmener là depuis quelques minutes par Camus sur le ring d'Aurora. Et la Camus clutch si j'ose dire. Oui, en effet, il semble que là où il va le faire le plus de dommages, c'est dans le dos. Intelligent de la part de Camus de venir se focaliser sur cette partie du corps de son adversaire. On sait que Taichi Ozawa n'est pas le dernier non plus pour prendre de la hauteur, pour réaliser des manœuvres à haut risque, notamment son célèbre Phoenix Splash. S'il a le dos en vrac, ça va être compliqué, ne serait-ce que d'atteindre les cordes.
Attention, il parvient à se relever. Ozawa avec Camus sur ses épaules. Camus qui essaye de se sauver tant bien que mal avec des coups d'avant-bras qui font vaciller Taichi Ozawa, et il vient là le marteler pour reprendre le dessus. Il vient continuer de marteler ce dos, car en effet, sans dos, pas de bonne fondation, aucun porté possible, aucun mouvement aérien imaginable. Encore en position de souplex, mais cette fois-ci au centre du ring, et Taichi Ozawa qui parvient à rester sur ses appuis fermement, les coups d'avant-bras pour essayer de faire reculer Ozawa. Camus qui va prendre de la vitesse pour se faire accueillir avec un énorme dropkick en pleine face. Grosse détente là de Taichi Ozawa. C'était magnifique. Il enchaîne Ozawa avec des coups en course dans le coin à la position de souplex cette fois-ci pour le japonais. Ouais, c'est même presque un brainbuster là, les jambes de Camus qui ont heurté les cordes, le tombé. Et le dégagement de Camus au compte de 2, la résistance du français. Attention, Ozawa en position au centre du ring pour une manœuvre qui pourrait mettre un terme à ce combat. Heureusement pour Camus, il parvient à s'en sortir, à placer un Enzugiri pour venir sonner le japonais. Double atemi par Taichi Ozawa et la prise de soumission magnifiquement appliquée. Une magnifique octopus stretch, une pression qui se répartit sur l'ensemble du corps de l'adversaire, un des moves les plus dévastateurs. Et vous voyez Camus qui tente de s'en sortir, de passer la tête sous la jambe, mais en s'écroulant là sous la pression d'Ozawa, il est parvenu intelligemment à atteindre les cordes. C'est là où Camus a quelques manques face à son adversaire, qui est plus expérimenté, plus puissant, plus rapide. Il garde ainsi le cas très intelligent. Superbe cette sorte de neckbreaker porté par Camus. Oh, j'ai cru que ça allait être suffisant pour Camus, et lui aussi il a cru que ça allait être suffisant. Attention à la frustration, là il vient tout de suite s'en prendre à l'arbitre, estimant que cette manœuvre méritait un compte de 3. Ça, attention à lui, à ne pas perdre ce focus. Et encore une fois, lors de ce show, on peut voir quelqu'un monter sur les cordes. Est-ce que pour lui ce sera... Eh bien probablement pas, ce ne sera probablement pas le moment de conclure. Mais attention, je parlais tout à l'heure des facultés à placer de grosses manœuvres aériennes pour Ozawa. Il ne faudrait pas qu'il se fasse surprendre. Camus, là ça fait 2 fois qu'il se fait rejoindre sur la 3e corde, et il se fait même balancer par Ozawa directement au centre du ring. Le tombé et le dégagement encore de Camus au compte de 2. Et il le place, Félix, il est en train de le placer. Et oui, ce move, si vous ne le connaissez pas, vous n'aurez malheureusement pas pu le voir parfaitement porté. Malgré tout, cette vrille magnifique. Oui, le Phoenix Splash qui a été tenté, mais attention, il s'est fait surprendre là, Ozawa, et les pieds sur les cordes, et il a le compte de 3. Camus, la victoire de Camus. Une victoire très impressionnante de la part de Camus. Peut-être pas la manière la plus clean de gagner un match. Mais malgré tout, c'est intelligent, c'est tactique, c'est une victoire. Est-ce que c'est pas ça qui compte au final? Alors vous êtes peut-être de cet avis, mais on voit la frustration là, de Taichi Ozawa, qui sait très bien que son adversaire a usé des cordes comme point d'appui pour maintenir ce tombé, alors qu'Ozawa avait sûrement la force pour se dégager. Mais victoire de Camus. Énorme victoire pour Camus. Victoire pour un homme qui, même s'il ne l'avouera pas, il respecte probablement énormément. Probablement une des victoires qu'il restera le plus profondément dans son esprit, qui va lui donner une confiance peut-être un peu trop forte pour les événements à venir. Effectivement, par contre, le coup dur pour Ozawa, qui a immédiatement fait comprendre à son adversaire ce qu'il en pensait de cette victoire. Oui, personnellement, mon seul regret, c'est de ne pas en avoir eu plus. Merci à Ozawa.
Un grand plaisir et merci à Aurora de nous avoir offert ce match. Je vous rejoins pour ces remerciements. Merci à Itachi Ozawa et une bonne suite de carrière du côté du Japon et peut-être à bientôt, qui sait. Et puisqu'on n'a pas fini avec les débuts sur ce show Aurora, grand Christianium pour sa première apparition Aurora. Magnifique athlète, un des secrets les mieux gardés de France. Et son adversaire, actuellement dans une très bonne dynamique au sein d'Aurora. En effet, lors de volume 2, Wardin a triomphé de son plus grand rival Raphaël Belmont dans un match sans disqualification qui allait très très loin. Maintenant le voilà libéré de ça. Victor Wardin. On a vu Raphaël Belmont plus tôt ce soir être capable de se relancer brillamment avec une victoire face à Red Light et Petit Ange. Est-ce que lui qui est sorti vainqueur de cette rivalité va pouvoir faire de même face à Christianium, le surréaliste? Celui que l'on surnomme la chouette. Et chez lui, très très gros soutien. Voilà, fermez-la, merci. Christianium qui n'est plus à présenter sur le circuit francophone. Vous vous souvenez peut-être de cette équipe qu'il formait avec A-Buck, les African Boumaillais. Un nom incontournable de la scène française depuis maintenant des années, Christianium. Alors ils font chemin séparé avec A-Buck désormais, mais ils continuent à catcher partout en France, Christianium. C'est là Christianium que l'on voit partout en France et malheureusement qu'on ne voit pas assez malgré tout. Catcheur exceptionnel en équipe, exceptionnel en solo. Il n'y a rien que cet homme ne sait pas faire, de la technique, de la voltige, des démonstrations de force. Un des catcheurs les plus complets en France actuellement. Je vous rejoins sur les éloges faits à Christianium, alors que les cris de chouette se multiplient dans la salle à Aurora. Énorme soutien du côté de Wardin. Grosse prise de contact avec Christianium qui essaye déjà d'imposer sa puissance à Victor Wardin, et une petite claque au passage qui risque de vexer celui qui est à sa maison ce soir chez Aurora face à un nouveau venu, encore une fois, vous l'avez rappelé. Alors j'aurais plus dit une magnifique claquasse qu'une petite claque sur ce coup. La belle chicotte. Je vous le permets, j'ai peut-être sous-estimé la puissance de cette claque, en effet. Je peux vous l'assurer, une claque de Christianium, c'est le genre de choses dont on se rappelle. Ouais, je suis ravi de ne pas avoir pu juger de la puissance moi-même. C'est tant pis pour Victor Wardin, mais c'est lui qui est sur le ring, c'est pas nous. Et là, il est en train de bien se reprendre avec la clé de bras qui a été donc contrée. Vous connaissez la malédiction du commentateur quand on dit qu'un catcheur se reprend bien, et il se fait aplatir sur le ring une seconde plus tard. Et oui, c'est notre grand talent. Renverser le cours du match en retenant ce qui est parfaitement bien exécuté. Si on le dit, c'est probablement que ça va se faire renverser. C'est la règle. C'est la règle. Il respecte la règle pour l'instant. Victor Wardin et Christianium. Cette clé de bras encore, on est en train de se jauger d'un côté comme de l'autre sur la technique. Oh non, mais c'est pas vrai. Victor Wardin qui est en train de mordre les doigts là de Christianium. Qu'est-ce qu'ils ont avec les doigts ce soir à Aurora? Eh bien, quand on leur parle de goûter de leur adversaire, ils prennent les choses de manière très littérale. Ouais, là il a bien goûté ce coup d'avant-bras de la part de Christianium, et qui va même lui en faire goûter un deuxième. Et là je crois qu'il nous a énervé monsieur de 4-3, Victor Wardin.
Ça, les enchaînements d'avant-bras, les impacts sur Wardin. Comme on vous disait, Christianium, catcheur très complet. Ça a montré de belles performances techniques. Et maintenant, on y va à la frappe. Et le public d'Aurora qui semble avoir changé de camp, qui demande à Christianium d'en mettre plus. On demandait encore des ATMI et c'est Victor Wardin qui a retourné la situation. On est sur une bataille d'ATMI dans le coin. Maintenant la projection pour venir casser cet échange. Le beaucoup de pied de Christianium qui l'attendait. Bicycle kick de Victor Wardin. On va venir repousser son adversaire pour mieux se jeter dessus avec un low kick. Le contre de Christianium qui a tenté de l'emmener avec une German suplex. Victor Wardin qui s'en sort, qui repousse son adversaire dans les cordes pour revenir avec une close line en course. Grosse puissance de Victor Wardin sur ce coup de la corde à linge. Wardin, des spécialités, c'est la prise de vitesse, se lancer sur ses adversaires. Christianium prend tranquillement le temps de reprendre son souffle et il a bien raison. Wardin qui voulait pas le laisser souffler, qui voulait se jeter à l'extérieur, mais Christianium l'a attendu pour lui asséner un violentissime DDT sur le tablier, et on sait à quel point ce tablier ne pardonne pas. Oui, c'est cela, énorme DDT sur la partie la plus dure du ring. Rappelons-le, si le ring est un endroit où on peut chuter sans mourir, c'est parce qu'au milieu on a un peu de rebond qui permet de diffuser un peu le choc. Mais sur les côtés, on est directement sur les planches, sur l'acier. Ça ne pardonne pas. Oh, attention Wardin justement qui risque de s'y faire envoyer une nouvelle fois. Et cette fois-ci, c'est la nuque de Victor Wardin qui vient s'écraser directement sur cette partie du ring que vous décriviez avec brio quelques secondes auparavant. Et Christianium a pris un sérieux avantage dans ce match. C'est la nuque qui fait peur, mais également la colonne qui était vachement proche de cette arête du ring. Extrêmement dangereuse manœuvre. Je pense qu'on est sur un tournant de ce combat. Christianium qui vient replacer Victor Wardin dans le ring pour peut-être replacer le coup fatal après cet envoi sur le tablier. Et la résistance de Victor Wardin qui me fait mentir avec un bicycle kick, la projection dans les cordes et Christianium qui envoie un énorme dropkick pour répondre du tac au tac. La prise de vitesse qui était stoppée net. La frustration de Christianium qui tente plusieurs fois un tombé. Alors je suis pas dans la tête de Christianium, mais je pense qu'il serait plus inspiré d'essayer d'enchaîner avec des coups, une prise, quelque chose. C'est cela, potentiellement très mauvais choix. Toujours la même chose en espérant un résultat différent. Et il a entendu Christianium, il envoie une explodeur souplex, presque une capture souplex portée avec la jambe maintenue là par Christianium, le tombé et un dégagement au compte de 2 pour Victor Wardin qui vient un combat compliqué tout de même globalement. En effet, on semble vraiment voir un très très gros avantage du côté de Christianium qui a encore l'air très frais. Le Wardin ne semble plus savoir où il est. Les ragards. La projection encore une fois dans le coin opposé. Christianium qui l'attend. Oh, le tour de hanche qui a été bloqué. Attention Wardin. Superbe ce Hurricane Rana porté à la perfection pour envoyer Christianium à l'extérieur. Et cette fois-ci c'est Christianium qui sait plus où il est. Et cette fois-ci il peut y aller. Le topé suicida qui passe cette fois-ci n'a pas été bloqué par un écrasement sur le tablier. Il est bien passé ce topé suicida et ça peut peut-être refaire tourner la dynamique de ce combat en faveur de Victor Wardin. Pendant que l'ensemble du public semble se ranger de nouveau derrière Wardin, on appelait à sa victoire. L'avant-bras de Victor Wardin qui fait vaciller mais pas chuter le surréaliste Christianium. La projection dans le coin, on temporise pour Christianium mais intelligemment la Wardin qui vient l'esquiver en passant par-dessus.
son adversaire. Se placer sur la 3e corde, on vient le chercher à la hauteur d'une 3e, d'une 4e corde avec un Enzuguri. On le ramène au centre du ring en position de Fireman's Carry. Superbe, cet écrasement, c'est terminé. Ça a une fraction de seconde de la victoire. Et la résistance de Christianium n'est plus approuvée. Il se dégage encore une fois d'une manœuvre alors que moi personnellement je pensais que Wardin tenait cette victoire. Attention. Oui, un petit paquet magnifique. Le dégagement au compte de 2 après cette tentative là de surprendre Wardin. Le super kick, on est de nouveau de retour au centre du ring et ce facebuster qui passe et cette fois-ci, mon cher Félix, j'ai l'impression que c'est terminé. Oui, la victoire de Victor Wardin face à Christianium. Et ça, un move extrêmement impressionnant pour finir ce match. J'ai dit un facebuster, j'ai presque envie de dire un Didi tellement la tête est venue se planter en premier dans le ring. Et ce genre de choses, ça ne pardonne pas. Christianium qui semble KO suite à ce mouvement. Victoire extrêmement décisive de la part de Wardin. Continue sur sa lancée, qui s'inscrit dans sa très bonne dynamique lui aussi. Peut-être le moment pour lui également de revendiquer un match pour le titre, qui sait. Ah, il va y en avoir des prétendants pour le vainqueur du main event ce soir entre Salem et Maggot. Et justement, quand on parle de main event, j'ai l'impression que il va être l'heure. Et oui, vous l'entendez, cette musique qui retentit. C'est l'annonce de l'arrivée du Son of Nothing. Le peut-être futur champion d'Aurora, Maggot. Maggot avec sa démarche caractéristique qui a fait sa renommée en Allemagne sur cette musique que les fans allemands aiment reprendre en applaudissant, tout comme le public d'Aurora ce soir. C'est cela, il semble déjà avoir bien marqué l'esprit des spectateurs d'Aurora. Cette démarche à louper caractéristique. Et face à lui, l'autre prétendant au titre, l'Afro-Wrestler, celui qu'on appelle Salem. Et comme à son habitude, le point levé pour Salem, lui le fier représentant de la communauté afro-américaine qui aimerait bien représenter fièrement encore plus cette communauté avec un titre autour de la taille, et c'est tout l'enjeu de ce soir. La communauté afro-américaine, non, la communauté afro simplement. Pourquoi vouloir mettre de l'américain dans cela? Excusez-moi pour ce lapsus, effectivement je suis confus, ne m'en voulez pas, Salem ne m'en veut pas. La communauté afro bien sûr. Salem qui longtemps a été retenu, a décidé de briser ce plafond de verre. Et ce soir, ça peut être l'une des grandes étapes dans son développement, dans son affirmation, en devenant le premier champion d'Aurora. Bien sûr pour la communauté afro et pas la communauté afro-américaine, hein, c'est un abus de langage, hein, évidemment. On ne voudrait pas. Je pense que vous n'avez pas fini de vous excuser pour cela. Et ça va partir à la cloche qui sonne, donc Maggot contre Salem pour le titre de champion Aurora. Qui sera le tout premier champion Aurora? Et on a vu ce show appeler les portes d'Eldorado. Et est-ce que ce soir Salem pourra repartir avec le magot, tout comme un certain Nathan Drake? J'espère que certains auront la référence, hein. Salem qui montre sa détermination. C'est un Maggot qui a un très bon morceau, beaucoup d'accomplissements dans sa vie. On lui avait dit extrêmement marquant pour sa carrière.
du côté de l'Allemagne. Aux côtés de sa compagne Baby Allison que l'on a vu un peu plus tôt dans la soirée. Salem qui envoie violemment Maggot au tapis. L'occasion de rappeler qu'on est sur une finale de tournoi qui s'est déroulé lors du précédent volume d'Aurora que vous pouvez retrouver, il me semble, sur la chaîne YouTube. C'est cela, volume 2, disponible toujours sur la chaîne YouTube, dans lequel nous avons pu voir un magnifique Salem contre Spike Trivet. C'est une confrontation épique entre l'homme fort Peter Fisher et le Son of Nothing Maggot. Le point levé pour Salem qui semble prendre un avantage sur Maggot dans ce combat, et Maggot qui va essayer de contrer cet avantage avec une claque, et cette fois-ci je vais le dire, une grosse claquasse envoyée par Maggot. C'est pas une petite claque, j'ai retenu la leçon par rapport à Christian Young tout à l'heure. Le très beau Iptos. Salem qui enchaîne avec un Hurricane Rana placé là depuis la 3e corde. Attention à ne pas se jeter à corps perdu sur un Maggot qui va ne faire que l'attendre. Catcher très méthodique, Maggot très intelligent dans sa manière d'aborder ses matchs. Salem qui semble avoir pris le tempo complètement. Il laisse très peu d'espace à son adversaire. Magnifique neckbreaker. C'est bien enchaîné, le dégagement de Maggot au compte de 2 gros enchaînements là de Salem. Parti d'un senton à Tomiko depuis le tablier, il a déroulé son catch. Salem, et ça n'obtient qu'un compte de 2 pour le moment. Il en faudra plus pour repartir de cette salle avec le titre Aurora autour de la taille. D'autant plus que Maggot est en mesure de retourner la situation avec une souplex. Projection dans les cordes, et il vient nettoyer là le visage de Salem avec sa botte. Il va se moquer de son adversaire. Maggot extrêmement dangereux. À la moindre ouverture, il peut complètement reprendre l'avantage, retourner le cours du match. Deux hommes qui d'ailleurs ont un autre très grand point commun. Tous les deux qui se sont beaucoup fait connaître en tant que catcheurs par équipe à une époque. Ils sont désormais à la recherche de plus d'accomplissements en solo. Oui, c'est vrai, Salem à l'époque formait l'équipe à Montero. Salem aux côtés de Thiago Montero qui désormais a opté pour une nouvelle tactique en solo. Et de son côté, Maggot était en équipe en formant les Pretty Bastards aux côtés d'Aoura que je connais également très bien. Enchaînement d'enfourchement. Et Maggot qui renvoie Salem au sol avec un énorme coup de coude. Le tombé, le dégagement de Salem au compte de 2. Le public qui semble fêter au fond de simplement 2. Et encore une fois, ce soir, un focus sur les doigts. C'est pas la première fois de la soirée, loin de là. Maggot qui semble avoir décidé d'aller chercher toute extrémité possible pour aller décrocher ce titre. Fini d'être cet homme sympathique qui s'amuse. Aujourd'hui on est focus. Aujourd'hui on ne veut qu'une chose, c'est la victoire. Ouais, c'est logique, on a l'occasion d'être dans les tablettes pour l'éternité en tant que premier champion de l'histoire d'Aurora. Et Maggot il est prêt à tout, même à aveugler Salem avec des doigts dans les yeux, sous les yeux de l'arbitre, mais l'arbitre qui a décidé d'être clément là sur sa décision. C'est la fausse cordialité de la part de Maggot. Histoire d'avoir un peu plus de clémence de la part de certains arbitres. Ouais, tentative
d'Athémis a été esquivé par Salem qui est capable là d'envoyer des coups d'avant-bras, une roulade. Oh, le contre de Maggot qui lui envoie immédiatement un énorme Enzugiri pour le faire chuter à l'extérieur du ring. L'Afro-Wrestler en mauvaise posture après ce Enzugiri. Maggot qui a l'air très fier de ce qu'il va accomplir. Son petit sourire narquois. Très cordial, il prend le temps sur son adversaire et la boute dans la mâchoire. Et ça c'est un peu moins cordial, hein. Ce coup de pied envoyé directement au visage de l'Afro-Wrestler. À la merci là de Maggot à l'extérieur. On sait que Maggot c'est pas le dernier pour amener ses adversaires sur ce terrain, dans cet environnement. Il est très à l'aise lorsque le combat s'éloigne un petit peu du ring, lorsque on peut jouer un petit peu avec les règles. Une morsure, vraiment le fil rouge de ce show. Et la tête de Salem envoyée sur cette scène d'entrée qui n'est bien sûr pas du tout prévue à cet effet. Et les yeux de Maggot rivés sur la ceinture qu'il est déjà en train de brandir comme s'il avait déjà gagné. L'arbitre décide de se rappeler qu'il y a des règles à suivre. Et Maggot qui utilise intelligemment, rappelons-le, les 10 secondes commencent à être comptées à partir du moment où le dernier catcheur est sorti du ring. Encore une fois la tête de Salem qui vient d'être envoyée là dans ce poteau en acier. Et Maggot intelligemment qui a beaucoup souffert. Et effectivement, une des grandes victimes de cette soirée, ce poteau. On espère qu'il s'en remettra. Et j'allais dire très intelligemment Maggot qui venait casser le compte pour ne pas qu'on arrive à 10. Vitesse Prez porté par Maggot qui n'obtient qu'un compte de 2. Le dégagement encore de Salem. Et le rythme de Maggot qui est en train de faire sa loi là sur ce ring face à Salem. Grosse pression mise par Maggot. Aucune ouverture. Vraiment. Il ne lâche pas son adversaire. Et ça, c'était peut-être le mouvement de trop. Cracher ainsi au visage de son adversaire. Avoir de preuves d'irrespect que ne laissera pas passer Salem. Ah non, on le connaît Salem. Il n'a pas aimé qu'on lui manque ainsi de respect. Il a raison. Maggot repoussé dans les cordes. Beaucoup de coups portés par Salem. Encore une fois, Maggot qui se relève pour en prendre un deuxième. Ouais, superbe Sorana alors que Maggot l'attendait pour un backbreaker. Le tombé de Salem et le dégagement au compte de 2. Salem qui vient peut-être à nouveau de se donner de l'air dans ce match. Peut-être a-t-il pu trouver son second souffle grâce à cette frustration. Lui qui s'est construit justement sur cette volonté de retrouver le respect qu'on lui a dénié. Salem encore sous le coup de coude là de Maggot. Effectivement, il revient pour lui en envoyer un à son tour. Un gros coup d'avant-bras. Et Maggot qui ne se laisse pas abattre, qui le suit. On est en train de se suivre l'un l'autre avec des coups de coude là en diagonale. Et superbe manœuvre de Salem pour le tomber pour la victoire, peut-être pour le titre. Et non, le dégagement de Maggot in extremis. Les quelques forces que Salem avait réussi à rassembler semblent déjà avoir quitté de nouveau. Les deux hommes qui sont tous les deux sur le sol. On les voit là, les bras en croix qui commencent à accuser le coup. Ce combat qui commence à durer. On essaye de remporter ce titre. On jette toutes nos forces dans la bataille et effectivement il faut à un moment donné récupérer, mais Salem a terminé de récupérer. Il est prêt peut-être à en finir avec le public derrière lui. Ouais. Baby Allison qui réintervient. Attention, c'est décisif sur l'issue d'un match. Peut-être que ce sera le cas une deuxième fois ici. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça devrait jouer. C'est un match pour le titre, messieurs. Et oui, attention,
Salem qui va devoir rester focus sur son adversaire, ne pas se laisser déboussoler par la présence à l'extérieur de Baby Allison qui, on le sait, est capable de venir jouer les troubles faits. On l'a déjà vu plus tôt dans cette soirée. Gros échange là de Nzouguiri, celui-ci a été bloqué par Magot. La projection dans les cordes et le coup d'avant-main derrière la nuque. Salem qui est KO. Et non, le dégagement au compte de 2, c'est pas encore fait pour Magot. Magot qui repousse Salem. La roulade arrière pour revenir sur les pieds, mais immédiatement Magot qui lui envoie les 2 pieds en pleine face. Et encore une fois, la résistance de l'Afro-Wrestler qui se dégage au compte de 2. Non, Salem ne lâchera rien, qui ne concédera rien. Symbolique, lui qui s'est toujours battu pour essayer de s'imposer, essayer de trouver le respect qu'il considère qu'il lui est dû. Le symbole que ce serait de pouvoir être le premier à porter ce soir sur ses épaules le titre d'Aurora. Ouais, ce serait effectivement magnifique pour Salem, lui qui met un point d'honneur partout où il passe à briser son plafond de verre. Et justement, le plafond de verre, le voici, voilà. Le glass ceiling qui est placé par Salem, sa prise de soumission, et Baby Allison qui vient mettre la main de Magot sur les cordes pour briser cette prise. C'est pas vrai. L'arbitre qui ne semble rien faire. Un peu de responsabilité, monsieur l'arbitre. Il y a des règles, faites-la partir d'ici. Allez, Salem qui va pouvoir replacer son plafond de verre, le glass ceiling. Cette fois-ci, on est en plein centre du ring. Même Baby Allison ne pourra rien y faire, même si elle vient détourner le regard de l'arbitre alors que Magot tape. Quelle indignité. Un peu de focus, monsieur l'arbitre, quand même. Ah oui, là c'est trop. C'est vous l'autorité. Faites respecter votre autorité, bordel. Là c'est trop, et logiquement un Salem qui vient s'en prendre verbalement à Baby Allison, qui lui a gâché 2 opportunités de repartir avec le titre. Ah voilà, l'autorité que vous demandiez, Félix. Voilà, c'est pas trop tôt, enfin on va pouvoir se concentrer sur cet affrontement qui n'avait pas besoin de ça. 2 hommes exceptionnels. Un enjeu. Et non, le coup bas porté par Magot, le double arm DDT, Magot le tombé 1, 2 et le dégagement de Salem. Pas comme ça. Magot qui prend de la vitesse, 1 fois, 2 fois, l'aspire, porté par Magot, le tombé, et cette fois-ci non. Encore une fois le dégagement de l'Afro-Wrestler au compte de 2, la résistance de Salem alors que tous les éléments sont contre lui. Quand on voit le talent de ces 2 hommes, pourquoi en venir à ces extrémités? Vous l'avez dit, Magot est prêt à tout pour repartir avec ce titre. Attention, Salem qui semble à la merci de son adversaire, et superbe le contre de Salem, et encore une fois le glass ceiling, le plafond de verre qui passe. Est-ce que cette fois ça va être suffisant? Il a déjà abandonné tout à l'heure. Magot, on l'a vu, l'arbitre pas. Tentative de tomber de Magot, et le cutter sorti de nulle part, le tombé. Et la victoire de Magot. Magot est le premier champion Aurora, Félix. Énorme victoire de Magot, mais une victoire douce, amère. Vous pouvez l'entendre à mon ton probablement. Je ne suis pas très heureux de voir cette victoire. Non pas que je ne suis pas heureux de voir un homme aussi talentueux que Magot prendre le titre, mais la manière dont ça a été pris ce soir, quelle indignité, dirions-nous. La victoire de Magot face à Salem qui a eu l'opportunité, qui a même fait abandonner Magot dans son plafond de verre. Mais Magot a usé de tous les stratagèmes possibles et imaginables pour empêcher Salem de briser ce fameux plafond et de remporter le titre. Et Magot, grâce, on peut le dire, à Baby Allison, est bien le champion inaugural d'Aurora Pro Wrestling.
Et oui, comme vous le disiez, un premier champion, il n'en aura qu'un dans l'histoire. À jamais, ce sera lui. À jamais, ce sera comme ça que le premier titre d'Aurora aura été remporté. Et c'est bien moche. Et le public ne s'y trompe pas. Maggot qui fait son tour sous les huées. Le soutien du public a disparu. Disparu complètement. Et on espère que Salem aura l'occasion de laver cet affront, pourquoi pas à l'avenir dans un match revanche. En tout cas, j'ai l'impression qu'on va devoir se quitter, mon cher Félix, sur ces images. Ça a été un plaisir pour moi d'être pour la première fois au commentaire d'Aurora pour volume 3. Merci à vous de m'avoir accompagné. Et oui, ce plaisir est partagé. Merci à vous et merci à l'ensemble des spectateurs. N'oubliez pas de suivre Aurora sur tous leurs réseaux sociaux ainsi que sur YouTube pour non seulement l'épisode passé mais également à venir. Merci à toutes et à tous. Bisous.